Et c'est parti. Allez, bonjour à tous, on corrige les exercices du jour, le 9, le 10, pardon, le 15 et le 32. On commence par le 9. Ok. Alors le 9, je voulais l'énoncer. Bonjour Charline. Euh, les droites AD et BC sont séquentes en haut. Bonjour Artis. Donc séquentes en haut. Les droites AB et CD sont parallèles. Il y a deux questions. Première question, quels sont le centre de l'homothétie et le rapport de l'homothétie qui transforme OAB en OCD. Alors il faut faire attention, dans une homothétie, il y a un triangle de départ et un triangle d'arrivée. C'est un petit peu comme pour une fonction, on a la valeur de départ et puis son image. Donc là, l'image, c'est en gros, c'est OCD. Donc le triangle de départ, c'est celui-là. Je vais le mettre en vert, c'est OAB. Ça, c'est mon triangle. Zut, je vais le mettre en vert. Ça, c'est mon triangle de départ. Et l'homothétie transforme ce triangle en celui-là. Alors, deux choses pour les homothéties qu'on avait vu la dernière fois. Une homothétie, elle est déterminée par son centre et son rapport. Lorsqu'on a écrit... Ah, on ne voit pas. Ah oui, effectivement, c'est bloqué. Je relance, merci Maline de me prévenir. Alors, je relance, je ne sais pas pourquoi, c'est capricieux ce truc-là. Oui, le centre de l'homothétie et le rapport. Donc le centre, c'est un point, et le rapport, c'est un nombre. Alors, on avait vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, que... Alors, comment trouver le centre? Le centre, en gros, c'est le point qui ne bouge pas dans l'homothétie. Donc là, on a transformé le triangle OAB en le triangle OCD. Ben, le seul point qui ne bouge pas, c'est le point OCD. C'est-à-dire, c'est le point commun des deux triangles. Donc le centre de l'homothétie, c'est très simple, c'est le point commun des deux triangles, c'est-à-dire ce point-là. Donc ça, c'est mon centre. O, c'est le centre de l'homothétie. Ensuite, le rapport. Eh bien, je regarde les dimensions de ce triangle et les dimensions de ce triangle. Le triangle vert a été transformé en triangle rouge, c'est-à-dire que je l'ai agrandi. Attendez, 2 secondes. Oui. Oui, bonjour. Oui. Oui. Oui, je suis en classe virtuelle avec les troisièmes, oui. Alors vers midi et demi, ouais. Ok, à tout à l'heure. Excusez-moi, j'avais un petit souci. Alors H, le centre et le rapport. Du coup, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Le rapport, donc, il est positif quand les deux triangles sont l'un dans l'autre. Donc, si vous avez deux triangles imbriqués dans l'un dans l'autre, c'est que votre rapport d'homothétie est positif. Et si vos triangles sont dans une configuration en sablier, c'est que votre rapport est négatif. Ici, première chose qu'on remarque, c'est que la configuration est en sablier. Donc, le rapport doit être négatif. Et là, je m'aperçois qu'il y a une erreur dans la correction parce qu'ils ont oublié ici le moins. Alors, je l'avais rajouté hier, mais visiblement, j'ai dû faire une petite manip après. Donc là, dans la correction, il y a une petite erreur, même une grosse erreur. Ils ont oublié le moins, puisqu'on est sur une configuration en sablier. Et quand on est sur des configurations en sablier, le rapport de l'homothétie est négatif. Bon, désolé pour les trolls, hein, vous faites pas attention, je sais pas, enfin je peux le virer, mais il va revenir sans arrêt. Donc vous occupez pas, livreur tronquant, livreur machin, c'est très drôle, le mec il a rien à faire. Il a rien à faire de sa journée. CD sur OB, pardon, CD sur AB, du coup je perds le fil. CD, oui, pardon. Pour trouver le rapport de l'homothétie, je vais diviser cette longueur par celle-là, et je vais mettre un moins devant. Donc 2 a été transformé en 4. Comment je transforme 2 en 4? En multipliant par 2. Donc mon rapport d'homothétie c'est 2. Et comme la configuration est à sablier, c'est moins 2. Une fois que je connais mon rapport d'homothétie, j'ai juste à multiplier les longueurs par 2 ou à les diviser par 2. Ça dépend de quel triangle vers quel triangle je vais. Donc quand on me demande la longueur OB, eh bien là je passe du grand au petit. Donc là il faut que je divise par 2. Donc c'est ce qui est fait ici. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et puis quand je cherche OD, je passe du petit au grand. Donc je multiplie 1 par 2 pour trouver OD. Donc là, la bonne réponse, c'est 2. Je vais peut-être vous souligner les réponses, qu'on voit bien 2, 1,5. Le rapport de l'homothétie, c'est moins 2. Et le centre, c'est O. J'espère que c'est bon. Vous me dites sinon, si dans le chat, s'il y a des soucis. Ensuite, l'exercice suivant. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bon, Elliot? Tu veux que je explique plus doucement pour les homothéties? Alors, pour les homothéties, donc pour trouver le centre,
Le centre de l'homothétie, c'est pas très dur à trouver, c'est le point commun des deux triangles. D'accord? Donc là, c'est O. Donc le centre, c'est pas très dur, vous avez deux triangles, ils sont rattachés par un point, et bien ce point-là, c'est le centre de votre homothétie. Après, comment est-ce que vous trouvez le rapport de l'homothétie? Eh bien, vous avez deux choix possibles, donc c'est ce que j'ai expliqué. Soit vous avez deux triangles qui sont imbriqués l'un dans l'autre, auquel cas votre rapport de l'homothétie, il est positif. En fait, pour trouver le rapport de l'homothétie, il faut déjà trouver le signe du rapport. D'accord? Donc positif quand vos triangles sont imbriqués l'un dans l'autre, et négatif quand vos triangles sont comme ça dans une configuration en sablier. Donc là, quand je regarde ma configuration, je suis sur une configuration en sablier. Donc déjà, je sais que mon rapport, il est négatif. D'accord? Et puis, pour trouver le rapport, en fait, il faut que tu te demandes quel est le triangle de départ et quel est le triangle d'arrivée. Le triangle de départ, c'est le triangle OAB. Le triangle d'arrivée, c'est OCD. D'accord? Et tu regardes, en fait, il faut trouver deux côtés qu'on connaît et qui sont en relation. Ce côté-là, il est en relation avec celui-là, en fait. Puisque ce côté-là, il est transformé en celui-là. Donc tu sais que AB est transformé en CD. Et en fait, là, tu vas te demander, en gros, quel est mon rapport d'agrandissement. Puisque je passe du petit au grand, et quel est mon rapport d'agrandissement. Et mon rapport d'agrandissement, c'est ce que je vais mettre derrière mon signe. Bonjour, je suis la maman de Charline. Ah, excusez-moi, ça me saoule vraiment là, je sais pas qui fait ça. Donc, du coup, je perds le fil. 1 est transformé en. Alors, 2 est transformé en 4 en multipliant par 2. Donc, votre rapport d'homothétie, c'est 2. Et comme c'est négatif, et comme la configuration est en sablier, c'est moins 2. Bon, je passe à l'exercice suivant. Désolé si je n'ai pas été très clair, mais c'est un peu saoulant d'être trollé tout le temps là. Le 15. Le 15, le 15, le 15. Donc, on vous demandait dans cet exercice, dans chaque cas, on passe du triangle OB au triangle ABC par une homothétie, donnez le centre et le rapport. Donc, c'est le même exercice que tout à l'heure. Donc, vous avez à trouver le point qui ne bouge pas, enfin, le point commun des deux triangles. Donc, ça, ce sera le centre. Donc là, déjà, c'est pas dur. Pour la première configuration, le centre, c'est B, puisque c'est le point commun des deux triangles. Ensuite, quel est le rapport de l'homothétie? Il faut que je trouve deux côtés qui sont à mettre en relation. En fait, ici, les deux côtés que je peux mettre en relation, c'est 8 et 32. Et il faut que je me pose la question, je vais de quel triangle vers quel triangle? Je vais du triangle OBE vers le triangle ABC. Enfin, je transforme le triangle rouge en le triangle blanc, en quelque sorte. 8 a été transformé en 32 en multipliant par 4. Donc mon rapport d'homothétie et mon rapport d'agrandissement ici, c'est 4. Donc le centre, c'est B. Le rapport d'homothétie, c'est 4, puisque 8 a été transformé en 32 en multipliant par 4. Donc mon rapport, c'est bien 4. Et après, on me demande de trouver OB et BE. Bah, c'est tout simple. Si je sais que le rapport d'homothétie, c'est 4, je vais soit multiplier par 4 ou soit diviser par 4. Donc, comme ici, j'ai 20, bah, pour trouver BE, je vais diviser 20 par 4, et je trouve 5. Comme ici, j'ai 18, bah, pour trouver OE, je vais diviser 18 par 4, et je vais trouver 4,5. Pour l'exo suivant, le point qui ne bouge pas dans mon homothétie, c'est le point B, c'est-à-dire le point commun des deux triangles. Donc, le centre de l'homothétie, c'est B. Ici, j'ai une configuration en sablier. Donc là, j'ai bien une homothétie avec un rapport négatif. C'est pour ça qu'il y a un moins ici, parce que c'est une configuration en sablier. Et après, toujours pareil, je vais du bleu. Non, je vais du rouge vers le bleu, pardon. Le rouge, c'est le triangle de départ, et le bleu, c'est le triangle d'arrivée. Donc je vois bien, là, j'ai rétréci les choses. Et j'ai rétréci les choses de combien? Bah, de 6,3 sur 9. Donc mon rapport d'homothétie vaut 6,3 sur 9 avec un moins devant. En gros, il faut trouver deux côtés à mettre en relation et diviser le côté arrivé par le côté de départ pour trouver le rapport. Donc si je connais celui-là et je connais celui-là, le rapport de l'homothétie, ce sera... Ah, ça devient vraiment saoulant, je sais pas qui fait ça. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air de voler très haut. Et puis, je pense que, bon, je vous dirai des choses après. Donc je sais plus ce que je disais. 6,3 divisé par 9, c'est-à-dire ce côté-là divisé par ce côté-là, bah, j'arrête pas de les enlever, Elliot, ça fait 2 heures que ça dure en fait. J'exclus, Pierre ça revient sans arrêt, donc je sais pas, c'est quelqu'un qui a rien à faire.
À la rigueur, est-ce que je peux mettre quelqu'un en modérateur pour le virer sans arrêt, s'il y a quelqu'un de courageux, parce que moi j'avoue que j'en ai un petit peu marre. Tiens, je vais mettre, je sais pas, Elliot, ou je sais pas, je vous mets en modérateur. Normalement, vous pouvez l'exclure du chat. Parce que moi je le fais sans arrêt. Si vous pouvez surveiller le chat, je crois que vous cliquez sur son petit rond. Et puis vous le mettez... son adresse IP. Tu fais ça comment toi, si tu as son adresse IP, c'est génial, on va pouvoir savoir qui c'est. Et auquel cas, l'esclore l'établissement. Ça va être super, ça. Merci, Timothée. Bon, tiens, Timothée, je vais te mettre en modérateur, puisque tu as l'air d'être bien définir comme modérateur, et puis comme ça, tu pourras le virer. Ok. Excusez-moi, je sais plus ce que je disais. Après, il faut trouver les longueurs, oui. Donc, une fois qu'on sait que le rapport de réduction, c'est 0,7, eh bien, tout simplement, vous multipliez... alors, en fait, normalement, je passe de ce triangle à ce triangle en multipliant par 0,7 les dimensions. Donc, je passe de ce triangle à celui-là en multipliant par 0,7. Donc, pour faire l'opération inverse, eh bien, en fait, je vais diviser par 0,7. Alors là, il ne faut surtout pas diviser par moins 0,7. Hein. Le moins, là, vous laissez tomber. Diviser par 0,7. Donc pour aller du grand vers le petit, du rouge vers le petit, je multiplie par 0,7. Et pour aller du petit vers le grand, je vais diviser par 0,7. Donc 7, je divise par 0,7, je vais avoir cette longueur. Et 4, 2, je divise par 0,7, je vais avoir cette longueur. Donc les deux longueurs qu'on trouve, c'est 6 et 10. Suivant, le 32. Le 32, les droites UL et OS sont perpendiculaires à la droite TO. Alors du coup, pardon, je vais peut-être lire l'énoncé. Une personne observe une éclipse solaire. Cette expérience est représentée par la configuration ci-dessous. Donc on se retrouve avec la Lune qui cache le Soleil. C'est ça une éclipse solaire, c'est la Lune qui cache le Soleil. Et quand vous avez une éclipse de Lune, c'est la Terre... que je dise pas de bêtises, une éclipse de Lune, excusez-moi, j'essaie de visualiser le truc. C'est la Terre, c'est ça, c'est l'ombre de la Terre qui cache la Lune. Donc quand c'est une éclipse de Soleil, c'est la Lune qui cache le Soleil, et quand c'est une éclipse de Lune, c'est la Terre qui cache la Lune. Donc on s'aperçoit déjà d'une chose, je ne sais pas si vous avez jamais fait attention, mais quand on regarde dans le ciel, une chose assez étonnante finalement, c'est que la Lune et la Terre ont la même taille. Alors on la même taille en visuel, hein, mais en réalité elles n'ont pas du tout la même taille. Ce qui se passe, c'est que la Lune est le Soleil est beaucoup plus gros, mais comme il est beaucoup plus loin, on a l'impression qu'ils ont la même taille, mais en fait ils n'ont pas du tout la même taille. Mais du coup, ils arrivent à quasiment se mettre l'un sur l'autre. Ça se superpose et finalement c'est une coïncidence assez surprenante que la taille en visuel de la Lune soit exactement la même que celle du Soleil. Donc on a les points T, L et S qui sont alignés, c'est-à-dire que les centres ici sont bien alignés, et puis ici on se retrouve avec des rayons qui sont perpendiculaires. Alors on vous donne le rayon du Soleil, le rayon de la Lune, c'est pénible, le rayon de la Lune, et puis la distance TS qui fait 150 millions de kilomètres. La distance entre la Lune et la Terre, c'est seulement de 1736 km. Alors on vous demande de calculer la longueur TL, c'est-à-dire la longueur qui est entre la Terre et la Lune. Donc TU sur TO est égal à TL sur TS est égal à UL sur OS. Donc je remplace, j'utilise le théorème de Thalès, je peux l'utiliser puisque les droites sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite, donc elles sont bien parallèles. Les droites sont bien séquentes, j'utilise le théorème de Thalès, je trouve l'égalité, donc c'est, je vous rappelle, ça sur ça qui est égal à ça sur ça qui est égal à ça sur ça, les petits côtés du petit triangle sur les grands côtés. Vous écrivez cette égalité, vous remplacez dans cette égalité les longueurs que vous connaissez, et puis après, petite règle de 3 pour trouver la longueur. Hop, donc, le produit en croix, il est ici, c'est ça fois ça, divisé par ça, ça va vous donner TL, donc 150 millions fois 1736 divisé par 695 000, et ça vous donne la distance entre la Terre et la Lune, qui est de 374 676 km. Alors c'est du centre de la Terre, enfin je ne sais pas trop d'ailleurs si c'est le centre de la Terre ici, parce que sinon il faudra enlever le rayon, je pense que c'est plutôt un point de la Terre.
Oui, l'observateur est tenté, donc c'est pas le centre de la Terre. La Terre, elle est à peu près comme ça, en fait. Donc si on voulait avoir par rapport au centre de la Terre, il faudrait enlever, je crois, 6400 km. Alors je ne sais pas si vous savez, mais la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, ce qui veut dire que la lumière met une seconde pour aller de la Terre à la Lune. Et quand on fait ce calcul avec les 150 millions de kilomètres, si vous divisez 150 millions de kilomètres par 300 000, vous obtenez, je crois, 400, à peu près 500 secondes. Et 500 secondes, ça veut dire que la lumière du Soleil met à peu près 8 minutes pour arriver jusqu'à la Terre. Donc en fait, la distance qui est là, elle est largement plus grande que celle-là. En fait, le dessin là ici n'est pas du tout à l'échelle. En réel, votre Soleil, il est plutôt beaucoup plus. Enfin, il est énorme, et il est beaucoup plus loin. Si on voulait faire le dessin à l'échelle, on ne pourrait pas du tout le faire en fait sur le livre, parce que la figure ne logerait pas. Allez, je passe aux exos du jour. Oui, c'est ça. Je voulais qu'on commence par l'exo 9, à moins qu'il y ait des choses que vous voulez que je reprenne. Non. Alors, pour l'exercice 9, un peu pareil que les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Je vous donne une configuration avec deux triangles. Il faut trouver le centre de l'homothétie qui transforme le triangle OAB, donc ce petit triangle, en ce grand triangle. Donc, il faut trouver le centre et le rapport. Donc, il y a deux choses à trouver, le centre et le rapport. C'est un petit peu la même chose que les deux premiers exercices que vous aviez à faire. Et puis après, trouver les longueurs OB et OD. Mais non, mais cet exercice-là, on l'a déjà fait, oui, n'importe quoi. Je me disais, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait à faire, mais c'est le même. Pardon, je me suis trompé, je vous ai remis un exo. Je vous ai remis le même exo, là, c'est n'importe quoi. Alors attendez, celui-là, on l'a déjà fait, on va peut-être pas le refaire. Donc on va passer au 52 directement. Je voulais vous faire un petit exo sur les... Oui, excusez-moi. Au 52, alors le 52, c'est un exercice sur le théorème de Thalès. Il y a un bout de correction, là. Hop. Alors, utiliser des étapes intermédiaires. Alors, je vous donne une configuration assez basique avec deux triangles imbriqués l'un dans l'autre. Et puis on vous demande de calculer la longueur DE. Alors là par contre, vous allez me faire ça sur votre cahier, et puis vous allez essayer de rédiger un petit peu l'exercice. Donc il faut trouver cette longueur-là. Alors je vous laisse un petit peu réfléchir. N'hésitez pas à refaire la figure éventuellement sur votre livre. Alors comment faire cet exercice? Il faut utiliser bien entendu le théorème de Thalès. Alors si vous ne voulez pas vous tromper quand vous utilisez le théorème de Thalès, il faut bien identifier des triangles. C'est-à-dire ici, le piège dans cet exercice, c'est de se dire, ah tiens, on nous demande de calculer DE, donc je vais essayer d'écrire un rapport avec DE. Ça ne va pas marcher. Donc là, si vous ne voulez pas vous tromper, vous identifiez vos triangles. Donc là, les deux triangles, je voulais bien mettre d'évidence, c'est ce triangle-là. Ah, j'arrive pas à le mettre en vert, je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas se mettre au-dessus. C'est bizarre. Ce triangle-là, le petit triangle, et puis le grand que je vais mettre en rouge. Donc là, il faut vraiment travailler avec ces deux triangles-là. D'accord? Donc vous essayez de rédiger ça avec le théorème de Thalès. Donc est-ce que vous pouvez utiliser le théorème de Thalès? Bah oui, il y a tout ce qu'il faut, puisque vous avez deux droites qui sont bien des droites séquentes, puisque le point B est sur le segment AC et le point D est sur le segment CE. Et puis vous avez des droites parallèles, donc vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, il va vous dire que le triangle vert, c'est une réduction du triangle rouge, et que vous pouvez calculer ce rapport de réduction. Donc bah, faites-le, puis j'attends vos réponses après dans le chat. Alors il est un petit peu inhabituel cet exercice, parce que d'habitude on vous donne directement la longueur des côtés des triangles. Et là, si vous réfléchissez bien, on vous donne CB, mais on ne vous donne pas CA. On vous donne BA en fait. Bon, mais CA, vous pouvez l'avoir. Si vous avez BC et vous avez BA, CA n'est pas très dur à trouver.
Alors j'attends un peu vos réponses. Là, vous me dites quand vous avez fini, quand je peux corriger. Vous êtes toujours là? Donc petit côté sur grand côté. Petit côté sur grand côté. Petit côté sur grand côté. Et il faut trouver DE. Donc je vous laisse un peu de temps. Puis vous me dites quand je peux corriger. Et si vous voulez mettre votre réponse dans le chat, bah, vous me dites, comme ça je peux vous orienter. Alors dans le chat, mettez peut-être pas toute la rédaction, mais juste le dernier calcul et comment vous faites pour trouver DE. Ou du moins les deux derniers calculs. Alors c'est bizarre. Alors Artis, ouais, effectivement Artis, je te corrige tout de suite. Hey, hey, what's your name? What's your name? Je te corrige tout de suite. DE, en fait, il n'est pas du tout égal à 1 cm. DE, en fait, si tu regardes bien, il est plus grand que celui-là. DE, il est plus grand que BA. D'accord? Donc DE vaut pas 1. Parce que là, si tu nous mets 5,2 sur 4,2, c'est que tu sous-entends qu'ici, ça que ça vaut 1. Donc en fait, là, tu es quand même bien parti. 4,5 sur 3,5, c'est égal à CE sur CD. Et une fois que tu as écrit ça, en fait, tu peux trouver CE. Mais si tu réfléchis bien, une fois que tu as trouvé CE, tu pourras trouver DE. Donc là, pour ceux qui n'ont pas bien compris l'exercice, l'idée, ça va être de trouver CE. Et une fois que vous aurez trouvé CE, vous pourrez trouver facilement DE en faisant la soustraction de CE moins CD. D'accord? Là, donc pour ceux qui n'ont pas compris l'exercice, je vous suggère de trouver CE. Et une fois que vous aurez trouvé CE, vous pourrez trouver DE. Donc avant de trouver DE, focalisez-vous d'abord sur CE. Parce que CE, en fait, c'est la longueur d'un côté d'un triangle. Alors que DE, lui, ça n'est pas la longueur d'un côté d'un triangle. Il n'y a aucun triangle qui est dessiné sur cette figure où DE est un côté. Donc je ne peux pas trouver DE directement. Par contre, je peux trouver CE. CE, c'est bien la longueur d'un côté d'un triangle. Donc essayez de trouver CE, et une fois que vous avez CE, vous allez voir que vous pourrez trouver DE facilement. Alors, je n'ai toujours pas de réponse dans le chat. Ah, Marie se réveille, super. Alors ça. Donc je suppose que tu avais trouvé 5,4. Alors je sais pas trop comment tu as trouvé 5,4 par contre. Alors je vérifie ce que tu as fait Marie. Je te dis ça. Oui, bah si c'est le calcul que tu as fait, c'est le calcul que je suis en train de faire à la calculatrice là pour vérifier si c'est bon. Ça doit a priori être ça.
Bah, tu peux passer au suivant, Marie, je pense. J'espère que tu as bien rédigé avec Thalès avant. Donc tu as bien dit les droites sont parallèles, mes droites sont séquentes, enfin j'ai tout ce qu'il faut pour utiliser Thalès. J'utilise Thalès, j'écris l'égalité des rapports. Et puis après, petit produit en croix pour trouver, petite règle de 3 pour trouver effectivement la longueur de DE. Et après la soustraction qui permet de trouver effectivement la longueur de. Pardon. Le produit en croix qui permet de trouver CE, et après la soustraction qui permet de trouver DE. Donc ouais, c'est ça, très bien pour... Ah, ça a coupé. Alors, je relance, c'est bizarre, ça a coupé tout seul, j'ai rien fait pourtant. Hop. Voilà, désolé. Alors je regardais ce qu'a fait Jules. Jules, c'est très bien. Alors il manque, oui, pour le premier calcul. Après maintenant, il faut, t'as quasiment fini. Il y a juste la petite soustraction. Alors attends, tu m'as tout fait en même temps là. Ouais, j'ai du mal à comprendre ce que tu as écrit. Oui, d'accord, oui, je crois que j'ai compris ce que tu as écrit, Jules. Le premier calcul donne ça, et après le. D'accord. Oui, je crois que j'ai compris ce que tu as voulu mettre. Il manque un espace, effectivement, et le résultat du premier calcul, c'est ça, oui. Bon, il manque les unités, hein, normalement, il faut bien mettre centimètres partout. Bah, vous pouvez passer au 24. Le 24, il faut expliquer si ces configurations-là ce sont des configurations de Thalès. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez bien utiliser le théorème de Thalès dans ces deux triangles-là? Alors, on attend encore un petit peu. Il y en a deux qu'on trouvait là. Donc, je vous réexplique rapidement pour cet exercice-là. Il faut que vous trouviez DE. Donc, utilisez le théorème de Thalès dans ces deux triangles. Triangle vert, triangle rouge. Trouvez le rapport d'agrandissement ou le rapport de réduction. Et ça va vous permettre, avec pardon, une petite règle de 3, de trouver CE. Et une fois que vous aurez trouvé CE, bah vous faites CE moins CD et vous pourrez trouver DE. Donc en fait, on ne peut pas trouver DE directement. Il n'y a aucun calcul qui permet de trouver DE directement. Il y a un calcul qui nous permet de trouver CE qui nous permettra de trouver DE. Aïe. Donc pour utiliser le théorème de Thalès, vous faites CB sur CA, qui est égal à CD sur CE, qui est égal à BD sur AE. Alors BD sur AE, oui c'est ça, BD sur AE, ça va nous servir absolument à rien. Donc CD sur CE est égal à CB sur CA est égal à BD sur AE. Vous remplacez dans cette égalité toutes les longueurs que vous pouvez calculer ou avoir directement dans l'énoncé. Et après, petite règle de 3 pour trouver la longueur CE. Et une fois que vous avez CE, vous pouvez trouver DE. Je vous laisse encore quelques minutes. Normalement, là, je vous ai quand même bien aidé, je pense. Oh, ça m'a fait un peu de truc. Bon, je vais corriger, parce qu'on va pas non plus passer une heure sur cet exercice. Alors, je vous mets la correction. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu le temps de finir, mais il faut quand même qu'on avance un petit peu. Alors, je vous mets la correction normalement qui était en dessous, préparée. Ça, je vais tout effacer. Hop.
Alors, la correction, donc là, c'est vraiment un exercice où il fallait le faire avec le théorème de Thalès et il fallait bien rédiger avec la rédaction qu'on attend de vous, c'est-à-dire bien préciser qu'on a des droites séquentes, donc c'est les droites BA et DE qui sont séquentes en C. Donc quand vous nommez les droites séquentes en C, quand vous nommez vos droites, n'utilisez pas le point C. Parce que dire que CA et CE sont séquentes en C, ça n'apporte pas grand-chose. On se doute que CA et CE sont séquentes en C. Donc là, il faut utiliser le nom des droites, mais sans le point d'intersection, c'est-à-dire AB et DE ne contiennent pas le point d'intersection, et le point d'intersection, c'est justement C, là où elles sont séquentes. Les droites les droites BD et AE sont parallèles, donc je peux utiliser le théorème de Thalès. J'ai tous les ingrédients qu'il me faut pour utiliser ce théorème, et après, j'utilise le théorème, donc je divise les petits côtés sur les grands, donc CB sur CA est égal à CD sur CE, qui est égal à BD sur AE. J'ai l'impression que ça s'est coupé. Ouais, ça s'est figé là. Je relance. Ah non, c'était reparti juste au moment où je l'ai mis. Zut. Ah si, c'est bon. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, c'est CB sur CA. C'est très lent. Hein. CB sur CA est égal à CD sur CE, qui est égal à BD sur AE. Donc je remplace après là-dedans toutes les longueurs que je connais et que je peux calculer. Donc CB, je le connais, il fait 3,5. CA, ben, je peux le calculer, en fait, c'est 3,5 plus 1, donc c'est-à-dire 4,5. Et CD, lui, il fait 4,2, ça c'est donné. Et CE, c'est celui que je veux chercher à calculer pour après trouver DE. Donc je vais trouver ici CE, en faisant, toujours pareil, la petite règle de 3. Donc ça fois ça divisé par ça va me donner CE. Donc CE, il fait 5,4. Et une fois que j'ai trouvé CE, bah, c'est très simple, il suffit d'enlever à CE la longueur de CD pour trouver DE. Donc je vais faire 5,4 moins 4,2 qui va me donner 1,2. Je vous mets la correction ici en grand pour que vous puissiez corriger plus facilement. Donc essayez de recopier ça. Hop. Allez, j'espère que vous avez le temps de corriger. Donc les droites, alors ça c'est vraiment le truc le plus important à écrire, les droites parallèles. Donc les choses vraiment à ne pas oublier d'écrire dans ce... Enfin, moi quand je corrige une copie de brevet, je vais vous dire ce que je cherche. Je cherche à voir ça. Ça, je veux le voir, parce que c'est vraiment la condition la plus importante du théorème de Thalès. Ensuite, on utilise le théorème de Thalès, donc je vais chercher à voir si vous avez bien écrit ça. Ensuite, quand je corrige une copie de brevet pareil, je vais voir si vous avez écrit l'égalité avec des lettres. Puis après, si vous avez bien remplacé, je vais chercher un endroit où vous avez fait des petits produits en croix, vous avez trouvé la longueur, et après le calcul final. Donc les choses que j'ai mis en rouge, là, c'est vraiment les choses indispensables à écrire sur une copie. Si vous avez commencé à écrire juste ça sans mettre ça, bah, vous allez souvent perdre des points dans la rédaction. Donc ça, c'est un truc important, ça vaut souvent un tiers ou un quart des points. Bon, je passe à l'exercice suivant. Alors, est-ce qu'il faut écrire les trois égalités? Tu n'es pas obligé, effectivement. S'il n'y en a que deux qui servent, tu peux te focaliser sur la seule égalité qui te sert, du coup. Effectivement, c'est pas nécessaire de toutes les écrire. Ça ne te fera pas perdre de points, là, par contre, je pense pas. Donc là, effectivement, cette égalité-là, si vous réfléchissez bien, elle sert à rien, puisqu'on connaît ni BD ni AE. Donc, bon, un peu du superflu. Allez, je passe au 24, pardon. Si jamais je vais trop vite, bah, il y a une petite vidéo qui tourne, vous pourrez la regarder, je mettrai le lien après sur Pronote. Bon là je pense que j'ai laissé assez de temps. Allez, on passe au 24. Donc le 24, dans cet exercice, il faut expliquer pourquoi les triangles ABC et AMN ne forment pas une configuration de Thalès. Donc je vous rappelle,
pour qu'on ait une configuration de Thalès, il faut que ces droites-là soient parallèles et que ces droites-là soient bien séquentes. Enfin, que la droite MC et BN soient séquentes en A. Et pareil ici, que ces deux droites-là soient bien séquentes. Donc en gros, il faut que ces trois points-là soient alignés et que ces trois points-là soient alignés. Et il faut que ces deux droites-là soient parallèles. Donc là, pareil, pour que ce soit une configuration de Thalès, il faut que ces trois points-là soient alignés, ces trois points-là soient alignés et que ces deux droites-là soient parallèles. Donc essayez de m'expliquer pourquoi ces configurations ne sont pas des configurations de Thalès. Là, il y a le point B, là je l'ai mal écrit. Je vais essayer de le remettre bien. Hop. Je vois rien. Oui, c'est normal, c'est figé, Marie. C'est normal, ça vient de chez moi. Ça, c'est encore bloqué pour la 300e fois. Donc voilà. Là, ça a l'air d'être bon. Donc je disais, ces trois points-là doivent être alignés, ces trois points-là doivent être alignés, et ces deux droites-là doivent être parallèles. Ça marche pas, si ça marche. Donc ces deux droites-là parallèles, ces trois points-là alignés, ces trois points-là alignés aussi. Alors Maëlie, elle me met des choses. Alors Maëlie, tu me parles de droites parallèles. En fait, les droites parallèles, on n'a pas l'info en fait. Si tu regardes bien, là, ce qu'il faut plus essayer de prouver, c'est est-ce que, a priori, ces trois points-là sont alignés là. Est-ce que les points BAN et les points CAM peuvent être alignés? Pour que tu aies une configuration de Thalès, il faut que certes que tu aies deux triangles avec des côtés parallèles, mais il faut surtout que tes côtés soient situés dans le prolongement l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand tu prolonges le premier côté, il faut que tu tombes sur le côté du deuxième triangle. Et pareil pour le côté AC. Donc là, tu me parles de parallélisme, mais je ne suis pas trop d'accord. Les droites BCMN, même si ce n'est pas dans l'énoncé, pourraient être parallèles, et pourtant je ne pourrais pas faire Thalès en fait. Et pour le B, ouais, alors je ne sais pas si tu te souviens, Maëlie, en cinquième, comment ça s'appelle ce type d'angle-là? Vous vous souvenez en cinquième, quand vous avez des droites comme ça parallèles, coupées par, on n'avait pas vraiment parallèle, là, deux droites comme ça, coupées par une séquente, ça vous dit rien ça? Les angles qui sont là et là, ils portent un type de nom. Ah non, c'est pas opposé. Opposé, Jeanne, c'est plutôt comme ça. Des angles opposés, c'est des angles, on dit opposés par le sommet, c'est des angles qui sont comme ça. En cinquième, vous avez dû voir ça. Deux angles qui sont comme ça, situés l'un en face de l'autre. On appelle ça des angles opposés par le sommet. Là, c'est plutôt pour le A, là, qu'il va falloir utiliser le vocabulaire opposé par le sommet. Pour le B, le vocabulaire qu'il faudrait utiliser, non, c'est pas égaux, c'est des angles alternes internes. Vous avez dû voir ça normalement en cinquième. En cinquième, vous avez dû voir quand vous avez comme ça deux droites coupées par une séquente, eh bien les angles qui sont situés de part et d'autre de la séquente et à l'intérieur des droites, on appelle ça des angles alternes internes. Et en fait, c'est exactement ce que vous avez ici. Vous avez des angles alternes internes, vous avez deux droites, bon, on ne sait pas vraiment si elles sont parallèles, mais en tous les cas, elles sont bien coupées par une séquente. Mais ces deux angles-là sont des angles alternes internes. Et quand les droites sont parallèles, les angles alternes internes sont égaux. Alors pour le A, Jules, qu'est-ce qui fait que les droites ne peuvent pas être séquentes? Pourquoi tu es sûr qu'elles ne sont pas séquentes? Alors je vous donne, pour le A, je vous donne une petite astuce. Je fais une petite figure. Quand vous avez deux droites séquentes, je vous dessine deux droites séquentes, vous avez forcément des angles opposés par le sommet qui apparaissent. Cet angle-là et cet angle-là sont des angles opposés par le sommet et nécessairement ils sont égaux. Donc je répète, quand on dessine deux droites séquentes,
on a forcément deux angles opposés par le sommet. En fait, on a même deux couples d'angles opposés par le sommet, puisqu'on a aussi ces deux-là qui sont opposés par le sommet. Mais on a toujours au moins un couple d'angles opposés par le sommet qui vont être égaux. Donc ça, c'est quand on a deux droites séquentes. Donc ici, bah, si les droites étaient séquentes, vous devriez avoir des angles opposés par le sommet. Et ils devraient être égaux. Donc je vous laisse rédiger tout ça pour expliquer pourquoi est-ce que ça ne peut pas être une configuration de Thalès et pourquoi du coup ces deux droites-là ne peuvent pas être séquentes. En fait, c'est un petit peu comme ça me fait penser un petit peu à des raisonnements par l'absurde, c'est-à-dire si vous supposez que vos droites sont séquentes, en fait vous obtenez quelque chose qui n'a pas de sens, vous obtenez une absurdité ou une contradiction. Et ici c'est un peu pareil, si vous supposez que vos droites sont parallèles, vous obtenez un truc qui n'a pas de sens non plus. Alors, au niveau du vocabulaire, pour le A, Jules, il faut plus parler d'angles opposés par le sommet qui ne sont pas égaux. Donc pour le A, je vais peut-être vous donner la réponse, on va peut-être pas passer 3 heures sur cet exo-là, il faut juste avoir compris l'idée. Pour le A, en fait, ces deux droites-là ne peuvent pas être séquentes, puisque si elles étaient séquentes, ces deux angles-là, qui sont des angles opposés par le sommet, seraient égaux. Or, ici, 92 et 90, c'est pas la même chose. Donc vous ne pouvez pas avoir ces deux droites-là qui sont séquentes, puisque ces deux angles-là ne sont pas égaux. Donc du coup, là, c'est pas vraiment le parallélisme qui rentre en jeu, c'est plus le fait d'avoir deux droites séquentes. On n'a pas deux droites séquentes ici, c'est sûr et certain, puisque si elles étaient séquentes, on aurait ici deux angles égaux. Pour le B, là, c'est plutôt pour le parallélisme que ça ne fonctionne pas, puisque si les droites étaient parallèles, eh bien, dès lors que vous avez deux droites parallèles coupées par une séquente, vous avez des angles alternes internes qui se forment, qui sont nécessairement égaux. Or, ces angles-là, ici, ne sont pas égaux. Donc, vos droites ne peuvent pas être parallèles, puisque si elles étaient parallèles, ces deux angles-là seraient égaux. Donc, je vous mets au propre là tout ce que j'explique à l'oral. C'est normalement mis ici. Je vais effacer tous mes petits gribouillages. Hop. Et puis, je vous mets ça. Tiens, j'essaie de le mettre en gros pour que vous arriviez à lire. Donc, pour le premier, hop. Pour le premier, si les points BAN d'une part et les points CAN d'autre part étaient alignés, les angles BAC seraient opposés par le sommet. Et les angles opposés par le sommet, comme je vous l'ai dit, sont toujours la même mesure. Or, les angles opposés par le sommet, donc, enfin les angles BAC et MAN ne sont pas opposés par le sommet, du coup, n'ont pas la même mesure. Donc les points ne peuvent pas être alignés. Et le deuxième, les angles CBN et MNB sont des angles alternes internes qui n'ont pas la même mesure, donc nécessairement, les droites BC et MN ne peuvent pas être parallèles. Donc ça ne peut pas être des configurations de Thalès. Pour avoir des configurations de Thalès, il faut des droites parallèles et des droites séquentes. Là, ici, on n'a pas des droites séquentes, et là, on n'a pas des droites parallèles. Donc je vous laisse un peu de temps pour corriger. Allez, si vous avez fini de corriger, vous pouvez passer au 35. On pourrait presque se contenter de la fin, je pense. Après, c'est bien de parler quand même d'angle opposé par le sommet, là, ça vous fait réutiliser le vocabulaire de 5e. Donc, opposé par le sommet, c'est des angles qui sont finalement symétriques. Symétriques par rapport à A. Et alterne interne, je vous rappelle, on a deux droites, alors pas nécessairement parallèles, on a deux droites coupées par une séquente, et les angles qui sont à l'intérieur de ces deux droites de départ et alternés par rapport à la séquence sont dits des angles alternes internes. Alterne interne, c'est ça, vous avez deux droites, alors pas nécessairement parallèles, vous avez une séquente, et les angles que je suis en train de mettre en rouge, là par exemple, je vais mettre en rouge, ces deux angles-là, ce sont bien des angles alternes internes, internes parce qu'ils sont à l'intérieur de mes deux droites de départ,
et alternent parce qu'ils sont alternés par rapport à la séquence, c'est-à-dire il y en a un à gauche et un à droite. Quand ces deux droites-là sont parallèles, pardon, c'est très mal fait là ce que je fais, quand ces deux droites noires ici sont parallèles, les angles alternes internes sont nécessairement égaux. Et inversement, si les angles alternes internes sont égaux, les droites sont nécessairement aussi parallèles. Allez, j'avance, on passe au 35. C'est ça, oui, 35. Alors, sur cette figure réalisée avec un logiciel de géométrie, les droites AE et DE sont séquentes en B. Donc là, j'ai bien mes droites séquentes. Et j'ai également le fait que les droites AC et DE sont bien parallèles. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour dire que ces deux configurations, ces deux triangles-là sont bien dans une configuration de Thalès. Alors, configuration de Thalès et homothétie, c'est pareil au passage. C'est-à-dire que dès que vous avez une configuration de Thalès, vous pouvez parler d'homothétie. Et inversement, si vous avez une homothétie entre deux triangles, avec ici un sommet commun, eh bien c'est que vous avez une configuration de Thalès. Alors, on vous demande de calculer l'aire du triangle BED. Alors, comment faire ça? Alors là, vous n'êtes pas obligé de rédiger avec tout le théorème de Thalès et tout le tralala. Vous pouvez aller, je vous autorise à aller un petit peu plus vite. Essayez de trouver une méthode assez rapide qui permet de trouver très rapidement l'aire du triangle DEB. Alors là, ça fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu sur les triangles semblables et les triangles en situation d'agrandissement de réduction. Je pense que cet exercice-là, vous auriez même pu le faire il y a 2-3 mois. Donc, je vous laisse un peu de temps et puis j'attends vos réponses. Alors, Maëlie, le début est bien de ce que tu as fait. Et après, tu as fait une petite erreur. Dans le cours sur les agrandissements de réduction, je ne sais pas si tu te souviens, quand on a le coefficient d'agrandissement ou de réduction, si on l'utilise sur les aires, il faut penser à faire quelque chose sur ce coefficient. Ça te dit rien, ça? Alors, je pourrais vous remontrer le cours, peut-être, sur les... Je vais essayer de vous retrouver ça dans le livre. Quand tu utilises le coefficient d'agrandissement ou de réduction sur les aires, Maëlie, il faut mettre le coefficient d'agrandissement ou de réduction au carré. Ça vous dit rien, ça? Je vous l'avais dit plusieurs fois. Et quand tu l'utilises, voilà, il faut faire au carré. Et quand tu l'utilises sur les volumes, il faut le mettre au cube. Donc là, c'est l'erreur assez classique. En fait, on utilise directement le coefficient, mais en fait, il ne faut pas l'utiliser directement. Si tu l'utilises sur des aires, ben, en fait, il faut le mettre au carré. Alors, bah, logiquement, ça ne va pas être énorme, Jules, puisque ton triangle, il est plus petit. Je pense que tu as dû multiplier au lieu de diviser, là. Je ne sais pas trop ce que tu as trouvé. Est-ce que tu as trouvé le coefficient d'agrandissement ou de réduction? Mais je pense que tu dois avoir une erreur d'opération. Si tu me dis que ça fait un nombre énorme, je pense que tu as dû multiplier au lieu de diviser. Ou diviser au lieu de multiplier. Alors Lucas, je comprends pas ce que tu fais. Alors, comment on sait s'il faut diviser ou multiplier? Alors, ben, en fait, ça dépend un peu de ce que tu as trouvé ça dépend de ce que tu as trouvé comme rapport. Est-ce que tu as trouvé le rapport de réduction ou est-ce que tu as trouvé le rapport d'agrandissement, Jeanne? Parce que je ne peux pas répondre à ta question si je ne sais pas ce que tu as calculé. En fait, soit tu divises le grand par le petit, auquel cas tu trouves ton rapport d'agrandissement, ou soit tu divises le petit par le grand, auquel cas tu trouves ton rapport de réduction. Si tu trouves ton rapport de réduction, eh bien, il faut multiplier. Et si tu trouves ton rapport d'agrandissement, il faudra que tu divises par ton rapport d'agrandissement. Donc ça dépend un petit peu du nombre que tu vas trouver, ça dépend un peu du calcul que tu vas faire, mais ça je ne sais pas, est-ce que tu vas faire BE sur BA ou est-ce que tu vas faire BA sur BE? Donc je ne peux pas répondre à ta question si je ne sais pas le calcul que tu as fait. En fait, tu peux faire les deux, ça dépend de ce que tu as calculé. Mais par contre, le nombre que tu as trouvé, le coefficient d'agrandissement ou de réduction, il faudra bien penser à le mettre au carré, parce que tu vas l'utiliser sur une aire. Et quand tu l'utilises sur une aire, il faut le mettre au carré, c'est-à-dire le multiplier par lui-même. Alors, d'accord, je comprends ce que tu as fait, Lucas.
Et bah, ça a l'air très bien. Alors je ne comprenais pas donner le 6,25, mais effectivement, ça a l'air très bien. Je pense que tu peux passer à l'exercice suivant, Lucas. Alors, je vous remonte rapidement, là, je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est le cours qu'on avait fait sur les agrandissements de réduction. Agrandissement-réduction, quand on l'utilise sur des aires, je fais une capture d'écran vite fait, hop, nouvelle page. Quand on l'utilise sur des aires, vous voyez, on le met, c'est marqué là, on le met au carré. Quand on l'utilise sur des volumes, on le met au cube. Donc là, on vous demande de l'utiliser sur les aires, donc il faudra bien penser à multiplier k par lui-même, c'est-à-dire le mettre au carré. Donc, je vous laisse un peu de temps. Donc il y a Lucas qui a trouvé, très bien. J'aimerais bien avoir d'autres réponses, avec des explications bien sûr. Et Jules, alors du coup, j'ai pas compris. Donc toi, tu as dû faire le rapport de réduction, toi. Alors Jules, t'as pas mis au carré le coefficient. Le coefficient de réduction, Jules, que tu as trouvé, il faut penser à le mettre au carré puisque tu l'appliques sur ton R. D'accord. Donc en fait, vous allez voir, enfin, je me souviens plus ce qu'ils ont fait dans la correction, mais en fait, il y a deux possibilités, hein. Soit vous le faites avec le rapport de réduction, et vous divisez par votre rapport de... Pardon, soit vous le faites avec votre rapport d'agrandissement, et vous allez diviser par votre rapport d'agrandissement au carré, ou soit vous le faites avec votre rapport de réduction, auquel cas vous allez multiplier votre R par ce coefficient de réduction au carré. Parce que là, je viens de voir deux élèves différents qui ont fait deux méthodes, mais normalement, ils vont trouver la même chose. Deux méthodes différentes, mais ils vont trouver la même chose. Ouh, l'heure tourne, je suis en train de regarder là qu'il est bientôt 54. Ah bah, je vais peut-être vous mettre la correction, désolé pour ceux qui n'ont pas fini. T'avais mis des parenthèses, bah, surtout que j'ai pas vu de carré en fait. Normalement, tu aurais dû écrire 1875 fois 0,4 au carré. Alors ici, ils l'ont fait comment dans la correction? Bah, ils l'ont fait avec le coefficient de réduction. Donc ils ont calculé le coefficient de réduction. Le coefficient de réduction, c'est 3 divisé par 7,5. Ça fait 0,4. Et quand on utilise une réduction de rapport K, si on l'utilise sur les aires, il faut mettre K au carré. Donc le 0,4, il va falloir le multiplier par lui-même. Donc il faut faire 18,75 fois 0,4 au carré. Pour ceux qui l'ont fait comme Lucas là, avec un rapport d'agrandissement, bah, du coup vous devez avoir le rapport inverse, vous devez avoir 7,5 sur 3. 7,5 sur 3, alors Lucas il m'avait dit que ça faisait 2,5, et effectivement oui je l'ai fait tout à l'heure, ça faisait bien 2,5. Et du coup, si vous faites le calcul suivant, 18,75 divisé par 2,5 au carré, bah ça marche aussi, ça doit donner exactement la même chose. Divisé par 2,5 au carré, donc là je mets bien mon coefficient au carré, ça donne bien 3. Donc voilà une autre façon de faire. Je peux diviser par le coefficient d'agrandissement au carré ou multiplier par le coefficient de réduction au carré. Donc c'est pour ça que je te disais, Jeanne, en fait, je ne peux pas répondre à ta question puisque les deux sont faisables, ça dépend de ce que tu as calculé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à lundi, a priori, même heure. Donc, bah, tu as dû faire ce que j'ai fait, alors tu as dû faire ça normalement. Ce que j'ai écrit en rouge là, je ne sais pas si vous voyez. Bon, je pense pas qu'il y en ait qui ait fait le 36, j'avais mis la correction, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait fait, donc on se le garde sous le pied. Allez, bonjour au 6e et puis au revoir au 3e. Bonne journée à tous. Je coupe l'enregistrement.